Bon, bonjour tout le monde. Vous ne me voyez pas, mais peut-être que la caméra va bouger. Oui. Voilà. Bonjour. Après, tu vas la remettre sur Monsieur Apollinaire. Voilà, bonjour. Bonjour tout le monde. J'aurais dû me mettre un peu plus loin. Ça fait plaisir donc de vous accueillir ce soir à notre prochaine conférence organisée par l'ACFA Saskatchewan. C'est un sujet extrêmement intéressant et un conférencier encore plus intéressant. Alors, je vais vous le présenter dans quelques instants. Merci pour ceux qui sont en ligne et puis ceux qui sont ici, ceux qui sont ici en présence, ici sur le territoire numéro 6 des Premières Nations et des Métis et de la Nation Métis, et aussi ceux qui sont sur le territoire 4 à Regina. Et vous pouvez aussi avoir une pensée concernant les territoires cédés ou non cédés des peuples autochtones dans votre région. C'est grâce à eux que nous avons une place ici et que nous pouvons vivre et nous épanouir en français. Alors, je voudrais, après cette pensée aussi, de penser qu'on est tous en relation les uns avec les autres et que on pense aussi aux ancêtres de ces lieux. Après ceci, je voudrais donc vous présenter Apollinaire Pozzo, que j'ai rencontré pour la première fois dans une entrevue que je ne connaissais pas. Il vient de Windsor. Elle a déménagé ici en Saskatchewan avec sa famille il n'y a pas trop longtemps. Mais j'ai toujours été très intriguée par son parcours professionnel. Alors, je vais vous le présenter un petit peu. L'activiste des droits humains depuis sa tendre jeunesse. Apollinaire Pozzo est avocat spécialisé en droit international des droits humains au barreau du Cameroun depuis 1996. Son engagement l'a poussé à quitter le Cameroun en 2007 pour aller défendre la dignité humaine dans divers pays d'Afrique et des Caraïbes pour le compte de diverses organisations internationales. Chemin faisant, il s'est spécialisé en criminologie, par exemple les analyses comportementales et victimologie, et en égalité des genres. Par exemple, l'autonomisation des femmes et lutte contre les violences faites aux femmes. Puis, il s'est adapté aux attentes des personnes en quête de justice. Et depuis janvier 2023, il a tout arrêté pour commencer une nouvelle vie en Saskatchewan, une nouvelle étape. Et c'est grâce à cela que nous nous sommes rencontrés et que nous avons rencontré sa belle famille. Et il est maintenant donc directeur exécutif de l'Association des parents francescois. Donc, c'est un grand saut, mais il apporte avec lui tout un bagage extrêmement intéressant sur l'activisme des droits humains. Alors, bienvenue, Apollinaire Pozzo, merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté de parler. Et puis, donc, merci Anne, je suis plutôt très honoré d'avoir été invité par la FAS ici aujourd'hui et merci pour cela. Je remercie également toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, soit en ligne ou bien dans la salle pour assister à cet entretien. Est-ce qu'on peut juste mettre peut-être un passage chaque semaine, mettre une vidéo au moins d'Apollinaire? Alors, je voudrais commencer par demander votre indulgence, parce que nous sommes à l'université, et l'université, c'est le haut lieu de la rigueur scientifique. Et ce que je vais présenter aujourd'hui, la préparation n'a pas été guidée par une quelconque rigueur scientifique, c'était juste le souci de la volonté de partager ma toute petite expérience. Donc, que les juristes de la rigueur scientifique ne m'en tiennent pas rigueur, justement. Et quelqu'un m'a posé la question de savoir pourquoi j'ai proposé un tel thème ici au Canada, qui n'est pas un pays fragile du tout. Je lui ai dit, le Canada, le monde est aujourd'hui un gros village et le Canada n'est pas loin du reste du monde. Et je l'ai invité à venir aujourd'hui assister à cet entretien et à la fin me dire si j'avais raison de proposer le thème ou pas. Et donc, ensemble, nous allons essayer de voir si la démarche est normale ou pas. En fait, pourquoi ai-je réellement proposé le thème? C'est parce que d'après la Déclaration universelle des droits humains, tout être humain a droit à la vie.
à la protection de son intégrité physique, de sa dignité, de sa liberté, de son patrimoine, ainsi de suite. Et cette déclaration est reprise par quasiment les constitutions de pratiquement tous les pays de la Terre. Et lorsque vous regardez la Charte canadienne des droits et libertés, vous vous rendez compte effectivement que ces droits sont garantis par cette charte. Vous savez, une chose est de proclamer des droits, mais une chose est de veiller à ce que ces droits soient réellement, que les personnes détentrices de ces droits puissent en jouir. Et c'est l'accès à la justice qui garantit justement la protection de ces droits, de sorte que lorsqu'une personne physique ou morale viole des droits garantis, que la personne détentrice de ces droits puisse saisir une cour de justice pour sanctionner cette violation. Il n'y a pas d'accès à la justice, les proclamations de droits ne sont que des vœux pieux. Et c'est de ça qu'on va essayer de parler aujourd'hui, parce que justement, il arrive que dans beaucoup d'États, beaucoup de droits soient proclamés, mais que des mécanismes de protection effective ne soient pas en place ou alors soient très fragiles. Alors, j'ai prévu aujourd'hui pour vous un très long programme, mais ne vous inquiétez pas. En fait, de vous parler, de faire le tour du sujet en 7 points. Ça aurait pu être 5 points seulement. Mais j'ai préféré vous parler également un tout petit peu des causes et des conséquences de l'absence de justice pour vous permettre de mieux cerner ce dont on va parler. Parce que si on va directement dans l'appui en soi, sans vous parler des causes et des causes de l'absence de justice et des conséquences, vous pourriez ne peut-être pas cerner certains détails. Alors, nous allons commencer par quelques définitions qui ont pour objectif de circonscrire le cadre de notre présentation. D'abord, on définit l'accès à la justice comme la possibilité pour toute personne dans un état de droit de connaître ses droits et d'être en mesure de demander leur protection devant les instances compétentes. Donc, vous allez voir qu'il y a 2 articulations, connaître ses droits et être en mesure de demander leur protection devant les instances compétentes. Ça veut dire que l'État a l'obligation de veiller, d'abord de prendre des lois, assurant la protection des droits, de veiller à ce que les populations connaissent ces lois et ensuite, naturellement, que l'État a l'obligation de mettre en place des mécanismes pour garantir la protection à travers la police, la justice et tout le reste. L'accès à la justice est également défini comme un principe fondamental de l'État de droit qui décrit comment les citoyens ont un égal accès à la justice de leur pays, tout simplement. Mais on peut aussi le définir comme la possibilité pour les habitants d'une société d'accéder à la justice sociale, de pouvoir combler leurs besoins fondamentaux de base. Là, c'est beaucoup plus l'accès à la justice sociale, donc l'accès à l'équité. Nous n'aborderons pas trop cet aspect aujourd'hui. Toujours dans la définition, nous allons également parler de pays fragile. En fait, c'est quoi un pays fragile? C'est un pays qui ne parvient plus à offrir à sa population les services de base et à assurer de manière efficace la protection des droits. Et la caractéristique de ce pays, c'est surtout la violation massive des droits humains. Dans ce pays-là, il y a des violations massives des droits humains et les auteurs de ces violations bénéficient de l'impunité totale. Également, ces pays se caractérisent par une fracture sociale. Tous les avantages, tous les droits sont réservés à une petite couche de la population et le reste de la population est dans la misère totale, sans aucun droit. Et la petite couche souvent nargue la population, la grande couche qui croupit dans la misère totale. Également, dans ces pays, l'ordre social est contesté. Parce qu'effectivement, la grande couche qui est dans la misère, à un moment donné, commence à contester l'ordre dominant. Et le pays est au bord de l'implosion. Et l'intervention, nous allons le voir plus loin, dans ces pays dits fragiles, est une intervention préventive. Le pays étant au bord de l'implosion, il est important que d'autres pays étrangers interviennent pour appuyer l'état de droit, pour prévenir la crise, pour éviter que le pays ne sombre dans une crise. Donc, c'est une démarche préventive. Maintenant, il arrive qu'en dépit de toutes les mesures, le pays sombre quand même dans une crise. Il se retrouve en crise
Et donc, on parle cette fois-ci, l'intervention, dans ce cas-là, on se retrouve dans un pays post-conflit, un pays qui sort d'une crise. Et c'est les pays post-conflit, donc, qui sont une variété de pays fragiles. C'est en fait un État qui sort d'une guerre et traverse une période. Et dans ces États post-conflit, les populations ont été victimes de graves violations de droits, ont subi de graves violences physiques, ont subi de graves violences psychiques, ont été victimes de déplacements forcés, ont perdu la plupart de tout leur patrimoine. Les infrastructures ont été détruites. Et à chose assez curieuse, dans ces pays, souvent, on observe que les infrastructures qui assurent la protection de l'état de droit, la police, la justice, sont les premières touchées. Je me souviens, en Centrafrique, nous avons, dans le cadre de mon intervention là-bas pour le compte des Nations Unies, on a reconstruit des tribunaux, on a reconstruit des commissariats, des prisons. Et lorsque la crise a déclenché, c'est les premiers qui ont été détruits. Les prisons ont été attaquées, les commissariats de police détruits, les brigades de gendarmerie détruites également, ainsi de suite. Donc, les institutions qui symbolisent, qui garantissent le respect de la règle de droit ont été les premières attaquées. Et dans ces pays, États post-conflit qui sortent donc d'une crise, les institutions publiques ont perdu de leur crédibilité et l'économie est complètement en crise. L'intervention dans ces pays est beaucoup plus curative. C'est une action curative, c'est-à-dire le mal est déjà là, il est question d'aider le pays à sortir de la crise. Mais elle est en même temps préventive parce que si on ne prend pas des mesures de précaution, le pays risque de sombrer dans une crise. Donc, il est question de manœuvrer de manière à ce que la règle de droit puisse être restaurée au plus vite pour éviter que le pays ne rentre encore dans une nouvelle crise. Alors, nous allons essayer de présenter très rapidement les causes de l'absence de l'accès à la justice. Dans ces pays fragiles, l'une des causes, c'est au niveau des ressources humaines. Ressources humaines à plusieurs niveaux. D'une part, vous trouvez que le personnel, que ce soit les avocats, que ce soit les magistrats, les policiers, les greffiers, en charge de contribuer au service public de la distribution de la justice, est en nombre très insuffisant. De la même manière, de notre côté, le personnel est très mal formé. Très mal formé. Donc, le nombre est insuffisant et très mal formé, et le plus souvent uniquement cantonné dans les grands centres urbains. Les zones rurales sont complètement abandonnées, sont comme des États, des zones de non-droit. Également, les infrastructures sont quasiment inexistantes. Vous trouverez un tribunal complètement vétuste. Vous pouvez un peu voir l'image sur les photos. Ça, c'est un tribunal de grande instance dans un pays ou un tribunal de paix dans un autre pays. Les infrastructures sont complètement vétustes et ne permettent pas au personnel, malgré leur volonté, de bien faire leur travail. Et souvent, ces infrastructures, bien que vétustes, sont très loin des centres. Parfois, il faut parcourir 100, 200 km dans un pays dans des pays qui n'ont pas d'infrastructures routières adéquates ni de moyens de transport adéquats. Et donc, ça freine l'accès à la justice des populations. Également, il y a l'arsenal juridique qui est inadapté. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de l'accès à la justice, il y a tout un ensemble de lois, de règlements, puisqu'il réglemente l'action de la police, l'action de la justice à tous les niveaux. Mais souvent, c'est l'une des caractéristiques des pays fragiles, c'est que l'arsenal juridique est inadapté. Inadapté comment? D'un côté, vous trouvez des lois parfois héritées de la colonisation, parce que pour la plupart des pays qui sortent de la colonisation, qui sont encore appliquées. Voilà un pays qui est indépendant depuis 60 ans, 65 ans, 70 ans, qui continue à appliquer certaines lois qui étaient appliquées par l'ancien colon, qui étaient importées de la métropole. Vous voyez également parfois certains qui font des efforts pour légiférer, mais seulement on ne légifère pas par rapport aux attentes des besoins nationaux. Le plus souvent, on va encore à l'ancienne métropole prendre des lois actuelles, adoptées là-bas, on essaie de les transposer à son contexte, on essaie de faire des petites modifications. Vous avez une très belle loi, mais qui ne peut pas s'appliquer. Parce que justement, ces lois sont déconnectées des réalités locales. Ces lois, financièrement, le pays n'a pas les moyens pour faire appliquer ces lois. Également, un autre problème d'arsenal juridique inadapté, c'est qu'on a un chevauchement de deux ordres juridiques. En fait, c'est des pays qui, pour la plupart, ont des droits coutumiers très forts.
auxquelles les populations croient beaucoup. Mais le plus souvent, je ne sais pas trop pourquoi, les États ont tendance à dire on veut privilégier le droit écrit, le droit moderne, c'est-à-dire les droits issus de la colonisation, qui sont méconnus des populations. Vous verrez dans beaucoup de pays, on va dire nul n'est censé ignorer la loi, et les populations ignorent complètement les lois dont vous parlez. Pour elles, c'est des choses étrangères dans lesquelles ils ne se retrouvent pas. Et pourtant, il y a des mécanismes traditionnels qui peuvent être réhabilités, renforcés, et auxquels les populations adhèrent, et qui pourraient contribuer à faire une distribution beaucoup plus équitable, plus simple de la justice. Donc, naturellement, il y a la pauvreté de la population, la corruption, le trafic d'influence, parce que dès qu'on a une parcelle de pouvoir, on devient intouchable, on peut faire tout ce qu'on veut de manière impunie. Et donc, tout cela se résume en l'absence de volonté politique. C'est des États, dans les États faibles, les gouvernants n'ont aucune volonté de faire en sorte que la règle du droit soit respectée. Et souvent, les budgets de la justice sont très faibles. Vous allez voir 0,01% du budget national, autour 1% du budget national pour allouer à la justice. Donc, ce qui fait que ça ne permet pas, ça permet à peine de payer les salaires. Et donc, naturellement, quand vous avez cet ensemble, vous êtes sûr que le pays aura un problème d'accès à la justice. Et quand il y a accès à la justice, quand il n'y a pas d'accès à la justice, alors quand il y a un difficile accès à la justice, qu'est-ce que ça donne? Naturellement, le premier résultat, c'est l'impunité. Et l'impunité entraîne les graves violations des droits humains. Et ces violations-là, cette impunité nourrit également la criminalité. Pourquoi ça? Parce que lorsque des personnes peuvent violer la loi impunément, ça leur donne plus de pouvoir. Elles se croient tout permis, elles vont chercher à aller plus loin, à pousser le vice encore plus loin. Et également, ça va servir de modèle à d'autres personnes. D'autres personnes vont se dire, telle personne agit de manière impunie. Alors, je peux le faire également. Autre chose, parfois les victimes d'hier qui n'ont pas eu justice deviennent des bourreaux demain. Je me souviens en Centrafrique, entre 2011 et 2021-2022, j'avais fait une étude interne pour les Nations Unies, parce que depuis l'indépendance du pays en 1960, le pays avait été victime de beaucoup de crises majeures, avec beaucoup d'assassinats, beaucoup de tueries, beaucoup de destruction de biens et autres. Et aucune victime de cette crise n'avait été reconnue comme telle, aucune n'avait eu accès à la justice. Aucun auteur de violence de 1960 à 2021 n'avait été jugé et condamné. Et je disais dans le rapport interne, nous sommes face à une situation explosive. Et s'il y a une nouvelle crise, elle sera difficilement contrôlable. Et malheureusement, en 2023, ça s'est produit, alors que justement, les Nations Unies nous avaient donné le feu vert pour monter un projet, pour adresser une réponse très vigoureuse. Le projet a été monté, le financement a été débloqué avant qu'on puisse le mettre en œuvre. La crise a explosé. Et elle était d'une violence, d'une férocité indescriptible. Et on a vu beaucoup de victimes de précédentes crises qui étaient elles-mêmes des bourreaux qui sont transférés. Donc, l'impunité nourrit, c'est ça que l'impunité nourrit la criminalité. Naturellement, l'impunité est un grand frein au développement à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau interne. D'abord, la force de développement d'un pays, ce sont sa population. C'est la population nationale qui constitue la première force de développement d'un pays. Et quand il y a impunité, ça exclut une importante couche de la population de la contribution au développement de leur pays. Les femmes, déjà, le plus souvent, ces femmes-là sont réellement exclues, alors qu'elles sont, dans la plupart des cas majoritaires, elles sont exclues du cycle de développement. Donc, elles ne peuvent pas contribuer au développement de leur pays. Pour le reste de la population, même chose. Donc, puisque tout appartient à une petite poignée, le reste étant exclu, donc la population ne peut pas de manière significative contribuer au développement de son pays. De la même manière, les capitaux étrangers, tout pays a besoin de capitaux étrangers pour soutenir, pour donner plus de vivacité à son économie. Les capitaux étrangers ne peuvent pas être là. Les investisseurs étrangers ne peuvent pas venir mettre leurs fonds dans un pays où ils savent qu'ils ne sont pas protégés. La règle de droit ne les protège pas. Ils savent que les tribunaux ne sont pas capables de leur assurer une bonne protection. Ça, ce n'est pas possible. Donc, naturellement, le pays n'a pas de liquidité et ne peut pas se développer. Naturellement, l'absence de justice provoque des conflits sociaux, des guerres civiles, des conflits sociaux souvent entre des tribus, mais en réalité, au départ, c'est l'impunité.
Ça devient parfois on a vu dans des pays des crises entre deux tribus, mais en réalité, c'est parti de problèmes entre deux familles non résolues ou de frustrations accumulées qui provoquent une explosion sociale. Et naturellement, ça provoque des flux migratoires. On voit souvent des images désolantes à la télévision avec des personnes qui ont tout et pour tout leur baluchon. J'ai travaillé plusieurs fois avec des personnes qui avaient tout perdu. Tout perdu, pas date de naissance, rien du tout. Avec des personnes qui se retrouvent ne sont pas capables de prouver qu'elles existent juridiquement parce que tout a été perdu. Et le plus souvent même, non seulement l'acte de naissance est perdu, mais les centres d'état civil qui ont délivré ces actes ont été incendiés. Donc, il n'y a plus aucune trace. Il y a parfois des mécanismes imaginés avec les pays, des mécanismes pour pouvoir reconstituer à partir de rien l'existence d'un être humain, ce qui est absolument effarant. Alors, la question, pour en arriver à la fameuse question, pourquoi soutenir l'accès à la justice dans certains pays? Nous savons que l'accès à la justice, la protection des droits, c'est la responsabilité de l'État. C'est même une marque de la souveraineté des États. Ce sont les États qui élaborent leurs lois, mettent en place des mécanismes pour assurer l'application des dites lois, mettent en place la police, des lois pour encadrer le travail de la police, les avocats, les magistrats et autres, avec des lois pour encadrer leur travail. Donc, l'accès à la justice est une expression même de la souveraineté. Mais pourquoi donc doit-on soutenir l'accès à la justice dans un autre pays? Parce que, effectivement, cela contribue au maintien de la paix dans le monde. Le monde est un vase communicant. Vous ne pouvez pas être tranquille lorsque ce n'est pas stable à côté. Il y a un proverbe africain qui dit que lorsqu'il y a un incendie de barbe, il faut bouillir la tienne. Je n'inquiète pas des barbus, mais lorsqu'il y a un incendie de barbe, il faut bouillir la sienne, parce que ça peut arriver un jour ce soir, et voilà, ainsi de suite. Également, soutenir l'accès à la justice également contribue à lutter contre les inégalités et soutenir le développement dans le monde. C'est aussi une forme de respect de leurs engagements internationaux par les États. Les États ont souvent des engagements internationaux qu'ils doivent respecter. Et au sein des Nations Unies, conscients de ce que le pays avait de différents niveaux de développement et que certains pays étaient à la traîne et que cela n'était pas tolérable dans un monde moderne, les Nations Unies ont élaboré une espèce d'indicateur au développement qu'on appelle objectifs de développement durable. Ce sont des objectifs effectivement qui sont définis et que tous les pays doivent atteindre pour pouvoir garantir à leur population un minimum de respect des droits, un minimum de dignité. Et c'est une obligation impartie aux États. Et les pays qui ont plus de moyens ont également pour obligation, d'abord, de veiller à ce que ces objectifs, ces indicateurs soient atteints dans leur pays aussi, mais également d'aider d'autres pays à atteindre ces indicateurs-là. Et justement, l'objectif de développement durable numéro 16 engage la communauté mondiale à travailler ensemble pour promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives pour faire du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice, mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces. Dépose le cul, parce que moi, que tu vas faire, tu vas tomber. Responsable et ouverte à tous. Ça sort dans les aléas du direct, comme on dit souvent. Ouais. Et donc, effectivement, c'est un engagement, une obligation internationale des États, ceux qui ont les moyens, d'aller aider ceux qui n'en ont pas pour atteindre cet objectif de développement durable. Mais également, il y a des raisons de positionnement stratégique. Vous allez aider un pays, peut-être parce que vous avez une histoire commune, peut-être parce que vous avez beaucoup de population de ce pays chez vous qui contribuent au développement de votre pays. Vous allez aider un pays, peut-être parce que vous pensez que lorsque le pays sera stabilisé, vous pouvez faire un commerce avec ce pays et avoir des retombées dans votre propre pays. Donc, effectivement, il y a des raisons également purement stratégiques, des raisons purement économiques qui peuvent aider à cela. Je dois dire que j'ai commencé à gérer le premier projet avec financement canadien, alors que je ne pensais même pas qu'il serait un jour au Canada, au Rwanda, en 2006, 2007, 2008.
gérer déjà un projet, un financement canadien sur l'accès à la justice des mineurs après le génocide. Et donc, le Canada a fait, j'ai géré beaucoup de projets financés par le Canada en Haïti, au Burkina Faso, au Mali, au Bénin, donc dans beaucoup de pays. Alors, comment on doit soutenir l'accès à la justice dans un autre pays? Comme je l'ai dit tantôt, l'accès à la justice, c'est une prérogative de l'État. C'est un symbole de la souveraineté. Comment ça se fait qu'un autre pays va le faire? Comment un pays peut le faire sans être accusé d'ingérence dans ce pays, de vouloir transposer ses valeurs? Ou même, il arrive dans des pays. Moi, par exemple, j'ai pas travaillé dans la coopération bilatérale. J'ai travaillé dans des organisations internationales, que ce soit Nations Unies ou bien ONG. Et dans certains pays, nous, on était taxés d'argent de l'étranger. En fait, les gens vous prennent effectivement pour des gens qui veulent imposer certaines valeurs au pays, pour des gens qui veulent s'ingérer dans la vie du pays. Et donc, il est important, et même quand vous faites bien, il y a cette perception. Et la perception est très nocive. Dès lors qu'il y a la perception, quel que soit ce que vous allez faire, vous risquez toujours, vous serez toujours considérés comme des personnes s'ingérant à la vie politique, dans la vie politique du pays. Donc, il est important de jouer très serré, d'avoir une démarche très rigoureuse, très transparente pour éviter, pour que son appui puisse produire toute son efficacité sans être soupçonné de quoi que ce soit. Alors, justement, l'encadrement a été fait par la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement et le programme d'action d'Accra. En fait, les États se sont rendus compte que l'aide au développement ne produisait pas sur les effets escomptés. Il y a beaucoup de pays qui reçoivent énormément l'aide au développement, mais qui ne sortent pas de la fragilité. Et donc, comment faire pour que l'aide au développement soit efficace? Donc, il y a eu un outil qui a été adopté à Paris, la déclaration de Paris, je crois, en 2005. Et puis, il y a eu un programme d'action adopté quelques années plus tard à Accra, au Ghana. Et donc, cette déclaration et son programme d'action ont défini 5 principes pour garantir l'efficacité de l'aide au développement. Ça, de manière générale, parce que l'appui à l'accès à la justice rentre également dans l'aide au développement, il faut le dire. Et donc, le premier principe, c'est l'appropriation. C'est une obligation qui est imposée aux États qui sont aidés. Ces États-là doivent eux-mêmes s'approprier leurs priorités. Autrement dit, ils doivent définir leurs besoins et le mettre dans un document d'orientation stratégique. Donc, on va parler souvent de plan stratégique, plan quinquennal, je ne sais pas, plan de développement global. Il y a plusieurs appellations dans le pays, mais c'est un pays qui définit les priorités du pays avec les différents axes. Et donc, ça c'est une manière pour le pays de s'approprier son propre développement et de définir sa vision, son cheminement. Parce que c'est la base sans laquelle les choses risquent de ne pas marcher. Et je pourrais bien préciser que lorsque vous arrivez dans un pays et que le pays n'a pas de document d'orientation stratégique, si vous avez la capacité d'aider le pays, la priorité serait d'abord d'aider le pays à pouvoir l'avoir. Bon, en général, c'est des organismes comme les Nations Unies qui ont une grosse capacité, qui le font. On est arrivé effectivement qu'on aide le pays à définir son orientation stratégique. Après, maintenant, le deuxième principe, c'est l'alignement. Et ça, ce principe s'impose aux donneurs, aux pays qui aident, aux pays aidants. En fait, les pays aidants doivent s'aligner sur les priorités du pays. Il est important qu'on vienne aider le pays à adresser ses priorités. Et c'est l'une des causes de l'échec de l'aide au développement, c'est justement le non-respect de ces deux principes. La définition des priorités nationales et l'alignement des pays donneurs aux priorités du pays. J'étais en Haïti en 2010 après le séisme. Beaucoup d'organismes, les ONG internationales, mobilisaient les ressources, venaient en Haïti. Beaucoup s'installaient sans savoir, sans passer par les autorités nationales. L'État était quasiment inexistant. S'installaient, mettaient en œuvre des activités dans le désordre total, aucun arrimage par rapport aux priorités nationales, aucune cohérence, et c'était la cacophonie totale. Et naturellement, ça ne peut pas aider le pays à se développer. Et naturellement, dans cette aventure-là également, il y a des aventuriers
qui vont lever des fonds, qui vont aller peut-être faire du saupoudrage dans le pays, ne pas nécessairement faire tout le travail dans le pays. Et l'autre principe aussi important, c'est l'harmonisation entre les pays donneurs. Lorsque vous êtes dans un pays, il est important que vous puissiez vous concerter pour pouvoir mieux aider le pays. Vous avez choisi votre axe, maintenant vous devez vous concerter pour que vos appuis soient complémentaires. Mais je dois vous dire, on trouve des cas d'harmonisation, surtout au niveau des Nations Unies. Les différents agents des Nations Unies harmonisent très souvent leurs interventions et ça provoque beaucoup d'effets positifs. Je juste entre parenthèses, je me souviens, j'étais au PNUD, parfois on dit on va construire un tribunal dans une localité, un commissariat de police. L'UNICEF et l'UNESCO disent ok, on va soutenir la construction d'une école dans la même localité. L'OMS et autres disent on va soutenir la construction d'un hôpital. Donc vous voyez que plusieurs agents des Nations Unies lancent des travaux dans la localité et ça crée des emplois dans des localités où il y a un taux de population, un taux de désarmement très élevé. Ça crée des emplois, ça crée beaucoup d'autres choses, ça crée un pôle de développement. Donc, au-delà, ça a beaucoup d'effets induits en même temps. Malheureusement, souvent, en dehors des agents des Nations Unies, on trouve beaucoup de conflits entre les organismes au lieu de travailler en parfaite cohérence, de s'entendre pour harmoniser les interventions. Le plus souvent, il y a plutôt de la rivalité, de la concurrence malsaine. Je me souviens d'un pays où je suis là, l'organisme pour lequel je travaille est tête de file de l'appui à la justice. Un fonctionnaire d'une ambassade de la place vient me voir, me dit, OK, je veux savoir ce que vous faites parce que nous voulons monter un projet sur l'appui à la justice. Naturellement, fort de ce principe d'harmonisation, je lui ai donné tout ce que nous faisons, tous les détails. Il m'a dit, OK, je vais monter le projet. Dès que le projet sera prêt, qu'on aura le financement, je viendrai vous voir, on va voir comment on va travailler ensemble. Quelques mois après, j'apprends seulement que dans un hôtel, le plus grand hôtel de la place, on est en train de procéder aux cérémonies de lancement du projet de cette ambassade. Je ne citerai pas le nom du pays. Et voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un volet de ce que nous étions en train de faire, le volet formation. Il a monté tout son projet sur le volet formation, en reprenant exactement tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a prévu, mais en se mettant en concurrence avec nous. Autrement dit, nous formions la société civile, nous formions les magistrats, les policiers, les avocats et autres. Nous leur donnions tout le confort et la documentation nécessaire pour la formation, mais il s'est mis à les payer pour les former. Et naturellement, les gens ne devraient plus venir à notre formation parce que là, il se met en concurrence avec nous. Et ça, c'est justement le genre de modèle qui n'apporte rien. Bon, naturellement, nous les étions assez outillés. On n'a pas suffi dans ces yeux-là. On a abandonné le volet formation puisqu'il a repris ce que nous avions prévu. On l'a laissé faire. Et quand il a fini la formation, il est parti. Nous avons maintenant repris le même groupe pour passer à la deuxième étape, le suivi de la formation sur le terrain. Et après, on leur donne des financements, des appuis matériels et autres pour continuer. Donc, malgré lui, nous avons quand même harmonisé malgré lui. Mais lui, il était vraiment dans une logique conflictuelle. Et c'est ce genre une logique concurrentielle. Et ce sont ces logiques-là qui contribuent à annihiler l'effet de l'aide au développement. Vous voyez également la gestion axée sur les résultats. La priorité doit être donnée aux résultats mesurables. Je vais aller avec le 5 également, la redevabilité mutuelle. Il est important lorsque un État arrive dans un autre ou même un organisme de définir clairement les priorités, des résultats mesurables et d'être redevable de ces résultats, de rendre compte. L'un des pays qui est le modèle en la matière, c'est le Rwanda. Le Rwanda, vous arrivez, non seulement vous devez vous arriver clairement, il est redevable. À la fin de l'année, chaque année, il réunit tous les donateurs, pardon. Il y a une conférence au cours de laquelle tous les membres du gouvernement défilent pour vous présenter ce qu'ils ont réalisé avec l'aide que vous leur avez donnée. Et ensemble, vous évaluez, vous commentez, vous critiquez. Et ensemble, vous définissez les objectifs, les priorités pour l'année prochaine. Et c'est pour ça que le Rwanda est l'un des pays de l'Afrique actuellement qui se développe tellement bien, qui est un modèle sur toute la ligne. Enfin, sur beaucoup de plans. Alors, maintenant, toujours pour comment soutenir. Tout à l'heure, j'ai parlé de manière générale des principes, des 5 principes directeurs de l'aide au développement. Je voudrais parler des autres principes, entre autres la connaissance et le respect des valeurs nationales. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Nous sommes dans le domaine de la justice. De tous les temps, les peuples ont des mécanismes pour rendre justice.
avec leurs forces, leurs faiblesses. Et le plus souvent, lorsqu'un pays est fragile et que d'autres pays arrivent, d'autres organismes arrivent pour l'accompagner, il y a ce réflexe naturel qui fait que les gens qui viennent ont tendance à vouloir plutôt transférer les valeurs chez eux. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on leur dit de faire ça. Je me souviens que ce soit en ONG ou aux Nations Unies, souvent les collègues j'ai travaillé dans les pays francophones, donc dans les pays de tradition juridique, ce qu'on appelle romano-germanique. Donc, un peu pour être des pays de droit civil, en quelque sorte, de tradition juridique, droit civil, quels que soient les pays, il y a quand même un fond commun. Donc, les gens arrivent, ils ont tendance tout de suite à vouloir orienter leur appui par rapport à ce qui se passe chez eux. Ils ne cherchent pas à connaître les valeurs nationales. Qu'est-ce que le pays, quels sont les mécanismes nationaux de distribution de la justice? Ils ne cherchent pas à évaluer ces mécanismes et voir comment les appuyer, mais on cherche beaucoup plus à venir avec des modèles qu'on a de chez soi. Parce que souvent, quand vous arrivez dans des pays, il y a une semaine d'intégration, un temps d'intégration, mais en général, le temps d'intégration, on survole un peu beaucoup de choses, mais l'aspect fondamental, qui est la connaissance des valeurs nationales, en général, c'est un aspect survolé. Et donc, ça, il est important d'aligner son intervention, de connaître les valeurs nationales, de les respecter et d'en tenir compte lorsqu'on propose une intervention, un appui à un pays. Il faut également investir dans les activités susceptibles de produire des changements transformationnels. Très bien, vous venez vous l'appuyer. Si vous achetez des cahiers, des livres et autres, ça peut être intéressant, mais est-ce que ça provoque un changement transformationnel? Non. Est-ce que c'est durable? Non. Lorsque le pays sort d'une crise et il manque de tout, oui, il arrive effectivement qu'on achète des choses, des rames de papier également pour aider, mais en dehors de ça, quand même, on doit pouvoir donner, investir dans ce qui est durable et transformationnel. Également, il y a le respect du principe de la subsidiarité. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous arrivez quelque part, vous devez savoir qu'il y a des acteurs et des actrices nationaux qui ont pour mandat de concourir à la mise en place des mécanismes de promotion et de protection des droits. Et vous ne devez en aucun cas chercher à vous substituer à ces acteurs et actrices nationaux. Ils sont faibles, ça c'est certain, et c'est pour ça que vous êtes là. Mais vous ne devez pas chercher à vous substituer à ces personnes, vous devez les appuyer et rester en second plan. Les appuyer pour faire, ne pas chercher à le faire. Et la facilité, c'est souvent, les gens agissent dans la facilité en matière de justice. J'ai vu des collègues rédiger des actes pour les magistrats et autres, les étrangers rédiger des actes pour les magistrats, les multiplier et autres. Tout de suite, ils ont des statistiques. Écoutez, grâce à mon appui dans tel tribunal, on a pu rendre en peu de temps tel nombre de décisions. Les statistiques sont élogieuses. Mais quand il s'en va, on ressemble dans la même précarité. Parce que justement, il n'a pas investi il n'a pas respecté le principe de la subsidiarité. Il s'est substitué aux acteurs nationaux au lieu de les appuyer pour le faire. Il a fait à leur place. Et quand il s'en va, tout s'arrête. Également, il y a le transfert des connaissances et le développement des capacités nationales. C'est un peu la même chose. Il est important d'investir dans le transfert des connaissances, apporter l'expertise aux nationaux pour qu'ils puissent eux-mêmes adapter à leurs besoins et pour soutenir leur développement. Je me souviens toujours que lorsque le Rwanda, après le génocide, a décidé d'utiliser deux modes de règlement, d'abord la justice dite moderne, écrite, et la justice traditionnelle, la justice gacaca, il y avait beaucoup de critiques. Mais les gens n'ont pas compris. D'abord, les tribunaux gacaca avaient dû exister au Rwanda, c'était un mode de règlement des litiges. Et donc, le pays avait plus de 300 000 personnes arrêtées, avec une justice qui sort d'une crise. Même si elle ne sortait pas d'une crise, la justice n'avait aucune capacité de juger toutes ces personnes-là avant leur mort. Parce que 300 000 personnes, ce n'est pas 200 personnes, ce n'est pas 100 personnes. Donc, en disant, et les tribunaux modernes pour les crimes d'une gravité, des crimes très graves, et les juridictions traditionnelles, gacaca pour les crimes moins graves, effectivement, en faisant ce mixage entre les mécanismes traditionnels de règlement, les mécanismes dits modernes,
le pays a pu régler le contentieux du génocide dans des délais raisonnables. Naturellement, il y a eu des forces, il y a eu des faiblesses, mais quand même, il faut reconnaître que parfois, en recourant aux valeurs nationales, on progresse beaucoup. Alors, on va évoquer très rapidement le cas des pays sortant d'une crise. Qu'est-ce avec le pays fragile? Comme je l'ai dit tantôt, c'est des pays dans lesquels, des environnements dans lesquels l'État est quasiment inexistant, il est incapable de livrer des services de base, et encore moins de protéger les victimes et d'arrêter et juger les criminels. Alors, dans ces pays, les besoins humanitaires sont très nombreux, les besoins de protection, les besoins humanitaires sont très nombreux et la protection des droits humains est souvent reléguée au second plan. Et pourtant, c'est à cette phase-là qu'il est très important de continuer à assurer la protection des droits. Parce que justement, les pays, les personnes dont les droits ont été violés sortent d'un traumatisme, sortent d'une crise et ont besoin à ce moment-là d'être accompagnés. Il est important, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à collecter les preuves, à protéger les victimes, à protéger les témoins pour leur garantir les chances d'avoir un succès équitable plus tard, même si à ce moment précis, il n'est pas possible de faire le jugement, d'envisager un procès. Alors, dans ces pays, l'appui à l'accès à la justice passe par la prise en charge et la protection des victimes. Ça, je veux commencer par là parce que le plus souvent, quand on arrive dans un pays en crise, tout de suite, on veut mettre en place la justice, lancer la justice, on a tendance à oublier les victimes. Alors que les victimes ont besoin d'être reconnues comme victimes, ont besoin d'être protégées. Personnellement, nous avons commis cette erreur-là dans le cadre de l'appui au règlement de la justice du génocide au Rwanda. Je gérais un projet, on est arrivé avec des appuis orientés vers les institutions judiciaires, vers les barreaux. Mais notre rôle était d'aider à régler, à donner un accès à la justice aux femmes victimes de violences sexuelles pendant le génocide. Mais après 3 mois après le lancement du projet, nous n'avions pas toujours reçu une demande d'assistance d'une femme victime de violences pendant le génocide. Elles étaient très nombreuses. Par contre, les auteurs nous saisissaient tous les jours. Plus de 500 personnes poursuivies pour génocide nous avaient déjà adressé des demandes d'assistance judiciaire. Nous avons essayé de rattraper, d'aller vers les associations de défense des victimes. Elles nous ont référé des victimes. Et au bout du 5e mois, on a eu 2 cas. Les 2 cas sont allés au tribunal avec des avocats que nous avions désignés. Le procès a été catastrophique. Elles sont ressorties toutes retraumatisées. Dans le premier cas, la dame est arrivée, l'accusé l'a déstabilisée en lançant un petit mot, sachant que ça allait la déstabiliser. Elle s'est mise à pleurer. Pendant toute l'audience, elle a pleuré. Ni l'avocat que nous avions désigné, ni le procureur, ni le juge n'ont compris que cette larmes étaient un appel à détresse. Il n'y a même pas eu de suspension d'audience. L'audience est poursuivie. Personne, il n'était pas formé pour comprendre ça, il ne savait pas. Donc, l'audience est poursuivie. À la fin, quand on donne la parole au procureur pour ses réquisitions, il dit, écoutez, monsieur le président, la victime ne m'a donné aucun élément pour soutenir l'accusation. Nous avons besoin d'éléments de preuve. Elle s'est mise à pleurer. La justice n'a pas besoin de ces larmes. On a besoin de preuves, pas de larmes. Voilà ce qu'un procureur censé protéger la société dit. Mais ce n'est pas sa faute, il n'était pas formé. Et donc, la dame est partie retraumatisée, complètement, était victime d'une crise de stress post-traumatique aigu. Je crois qu'Anne peut mieux connaître l'expression, crise de stress post-traumatique aigu. Et même sa famille, tous les hommes de sa famille, elle ne voulait plus les voir, elle dit, tous les hommes sont des cruels, tous les hommes sont méchants, ainsi de suite. Nous avons lui avons proposé des services de psychologues et autres, elle les a rejetés. Donc, on s'est rendu compte effectivement que nous avions commis l'erreur d'aller trop vite dans le besoin en oubliant de donner d'abord, d'accompagner ces victimes pour qu'elles puissent sortir de cet état de désorganisation totale, pour qu'elles puissent passer de l'état de victime à l'état de témoin de leur procès. On les a prises, elles sont victimes, on les a directement envoyées au procès pour qu'elles soient témoins de leur procès, alors qu'on ne les a pas préparées. Et donc, il est important de préparer les victimes avant de les passer au procès, avant de s'assurer qu'elles sont prêtes. Sinon, on va contribuer à les retraumatiser plutôt, on leur aura pas rendu service.
Donc également, il y a le renforcement de la société civile. Ça également, c'est des choses qui sont reléguées au second plan. Mais c'est souvent la société civile qui contribue à sensibiliser, qui sensibilise la population sur leurs droits, qui contribue à détecter les victimes, à les accompagner. Donc la société civile joue un rôle très important et prolonge l'action de l'État. Donc il est important de les appuyer, ce qui n'est pas toujours le cas. Naturellement, il est compétent, il est important de donner un appui pour d'aider au redémarrage des institutions de sécurité et de justice. Également, d'aider le pays à définir ses orientations stratégiques en matière de justice. Parce que c'est un pays qui sort d'une crise, les institutions de l'État sont quasiment inexistantes. Le pays a le plus souvent beaucoup de victimes, beaucoup de criminels. Alors, du criminel, oui. Comment faire pour faire face à ces crimes? C'est à ce moment que le pays doit définir ses orientations stratégiques. Est-ce que je dois passer par la justice traditionnelle, comme le Rwanda a fait à moitié? Est-ce que je dois passer par la justice écrite? Est-ce que je dois passer par la justice transitionnelle? La justice transitionnelle, c'est justement un mot de règlement que les États adoptent souvent pour faire face aux horreurs du passé et faire en sorte que cela ne se reproduise pas. C'est une approche centrée sur la protection des victimes et surtout sur les garanties de non-répétition. Ça se passe dans beaucoup de pays. On parle souvent de commission vérité, commission justice, commission réconciliation et autres. Ça se passe même ici au Canada. Il y a des mécanismes de justice traditionnels ici au Canada avec les crimes dont les Premières Nations étaient victimes. Donc, les pays qui viennent appuyer doivent aider le pays, donner l'appui technique et financier à ces États pour définir leurs orientations stratégiques sans influencer les dites orientations, sans les influencer. Alors, toujours comment soutenir, en fait, on a dit l'appui à la justice couvre un champ très vaste. Il est important de choisir le levier sur lequel on agit. On peut agir soit sur la demande de justice, c'est-à-dire de soutenir l'ensemble des mécanismes permettant aux populations de connaître leurs droits et d'être en mesure de demander leur protection devant les instances compétentes. Donc là, on parle de renforcer les mécanismes de promotion des droits. C'est tous ces mécanismes qui permettent de faire en sorte que les populations puissent connaître leurs droits, qui permettent d'accompagner les personnes dont les droits ont été violés, de les orienter et de les accompagner vers les institutions compétentes, soit vers la police, soit vers la justice ou tout autre mécanisme légal, toute autre institution de protection. Ça, on appelle cela la demande de justice. On peut également agir sur l'offre de justice. En fait, l'offre de justice est l'ensemble de mécanismes permettant de recevoir les plaintes des populations et de leur rendre justice. Et donc, c'est tout cet ensemble de mécanismes partant de la police, de la justice elle-même, le parquet, la justice, et même les mécanismes d'élaboration des lois, même de formation et autres. C'est tous ces mécanismes qu'on appelle offre de justice, qui permettent d'assurer une bonne distribution de la justice. Donc, certains organismes appuient, interviennent seulement sur la demande, d'autres sur l'offre, et d'autres organismes appuient, interviennent sur les deux. J'ai géré certains projets qui étaient axés seulement sur la demande de justice, d'autres qui étaient axés sur les deux, demande et offre de justice. J'espère que nous avons tenu du temps. Oui. Ok, parfait. Alors, j'ai donné là juste un peu des grandes lignes. Nous pourrions y revenir plus tard s'il y a des questions. Naturellement, lorsqu'on intervient dans un pays étranger, il y a des défis. Les défis sont de plusieurs ordres. Il y a le risque de rejet. Comme je l'ai dit tantôt, les pays qui financent l'appui au développement, qui financent le développement dans d'autres pays, qui financent l'accès à la justice, sont le plus souvent animés par le désir d'assurer le respect de la dignité humaine dans ces pays. Mais effectivement, parfois, vous êtes rejeté par les populations. Ils vous disent, non, vous êtes des agents étrangers. Il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de cas de rejet. Pour une raison ou une autre, il y a des cas de rejet. Mais il y a également des cas d'attente insatisfaite. Parce que lorsque vous arrivez, les populations sont dans un état de délabrement, un état de population très élevé. Et lorsqu'on vous voit, on croit que vous êtes
ce bon Dieu qui va tout apporter. Mais quel que soit le projet que vous avez, vos moyens seront limités. Même si vous avez un budget de 50 millions, c'est toujours limité par rapport aux besoins d'un pays. Et donc, vous ne pouvez qu'avoir une intervention limitée. Et le plus souvent, donc, il y a beaucoup qui comptent sur vous, mais vous ne pouvez pas répondre à toutes leurs attentes. Et ça crée des insatisfactions. Et parfois, ces insatisfactions, provoquent même un rejet fort. Là, on trouve que vous ne servez à rien. Que vous les êtes là, on a souvent entendu des gens dire, mais vous êtes là, vous avez de gros salaires, mais vous ne nous servez à rien. Pourtant, il y a des changements importants. Il y a des appuis substantiels. Le risque de transfert du traumatisme est très élevé également. Vous vivez au quotidien les misères des gens et la plupart du temps, vous en souffrez. Vous en souffrez. Parfois immédiatement et malheureusement le plus souvent après. Parfois, quand vous partez du pays, que plus tard, vous commencez à souffrir, ressentir ce transfert-là et ça vous donne des insomnies. Beaucoup de collègues en ont souffert, beaucoup de collègues en souffrent. Naturellement, quand c'est des pays fragiles, il y a le risque d'agression, le risque d'enlèvement, le risque d'assassinat. J'en ai fait la triste expérience. Nous avons été enlevés, heureusement, ça n'a pas duré, par des militaires. Et pour vous dire à quel point, quand la crise est là, il n'y a plus rien. Nous étions dans une voiture pourtant diplomatique, donc qui est protégée. Et c'est des militaires qui sont entrés. Et donc, mais heureusement, à un moment donné, ils sont revenus à de meilleurs sentiments et ils nous ont laissés. Mais c'est quand même des situations qui laissent des traces, surtout quand vous voyez des militaires avec des grenades partout, attachées partout, des trucs, des planches, grenades et autres, d'entrer dans la voiture avec des enfants et tout. Ça devient, avec des trucs très longs, vous pouvez être obligé de baisser les vitres pour que leurs lance-grenades puissent déborder. Ça, effectivement, c'est traumatisant. Donc, c'est des risques, effectivement, qu'on court. Naturellement, il y a aussi un risque très important, celui d'exposer les partenaires nationaux pour qui on travaille. Parce que nous, on donne des appuis aux gens, on les aide, on aide la société civile, par exemple, pour aller collecter les preuves. C'est extrêmement sensible. On les aide pour aller s'attaquer à l'impunité. C'est extrêmement délicat. Je vous avais la photo de quelqu'un, Maître Montferry Dorval, le bâtonnier d'Haïti qui a été assassiné il y a 3 ans de cela. Alors, ce bâtonnier, son prédécesseur disait, le barreau n'est pas une organisation de droits humains. Je ne m'occupe pas de vos histoires de droits humains. Je m'occupe du bien-être de mes avocats et le reste, vous allez vous débrouiller. Celui-ci est arrivé, il dit, le barreau s'érige en dernier rempart de la violation des droits humains. Le barreau sera désormais va se lever contre la violation de la règle de droit en Haïti. Et nous sommes mis derrière lui, on va le soutenir. J'ai eu une réunion avec lui 2 jours auparavant avec le bâtonnier du Québec. Moi, j'ai représenté Avocats sans frontières Canada. Avec le barreau du Québec, on a eu une réunion pour voir passer en revue son plan de travail et voir comment on va le soutenir. Et 2 jours après, il a été assassiné parce que justement, il s'est attaqué à cela et nous, on l'a appuyé. Et on a été impuissants et on n'a même pas été, il n'a même pas eu droit à la justice parce qu'il n'a jamais eu, on n'a jamais arrêté les autres affaires. On n'a jamais eu, il n'a pas eu de procès. Alors qu'il était défenseur de l'accès à la justice, il est mort pour l'accès à la justice de ses concitoyens. Donc ça, c'est des risques auxquels on est exposé qui sont très traumatisants. Naturellement, risque de perdre ses biens et autres. Je me souviens dans un pays où nous vivions dans une résidence conçue et je n'étais pas le seul. Les collègues, moi, ma famille, on s'est retrouvés, a été évacué avec en tout et pour tout un sac de 15 kilos dans une maison complète chargée, dont tous nos biens sont réduits à 15 kilos. Donc, il y a ces risques-là, effectivement, auxquels on s'expose. Mais il n'y a pas que des risques, il y a quand même des histoires à succès, il y a quand même des consolations, il y a des histoires à succès. Alors, j'ai juste mis 2 images ici. Lorsque vous arrivez dans un pays et que vous trouvez une prison comme celle-ci, vous remarquez qu'il n'y a pas d'ouverture. Vous savez, la prison a pour mission de sanctionner une personne pour une faute qu'elle a commise, mais également de l'aider à se resocialiser, de l'aider à devenir une bonne citoyenne à sa sortie de la prison. La prison n'a jamais pour mission d'anéantir un être humain. C'est juste sanction, protéger la société et puis l'aider à se resocialiser. Donc, lorsque vous trouvez une prison comme celle-là, qui réduit l'être humain à sa dernière expression, vous devez réagir. Et donc,
Nous avons trouvé cela dans un pays et justement, ensemble avec les autorités du pays, on a choisi de reconstruire une nouvelle prison. Ben, au-delà du bâtiment, dont la répartition a veillé au strict respect des droits élémentaires des détenus, il y a le côté humain qui a été mis en avant, c'est-à-dire qu'en plus de bâtiment, former le personnel pour qu'ils puissent connaître et respecter les droits des détenus, les former pour qu'ils puissent mettre en place des programmes de réinsertion sociale des détenus. Également, donner des appuis matériels pour que ces programmes soient effectivement mis en œuvre. Donc, c'était une prison finalement autonome au sein de laquelle les détenus avaient des activités qui ont été formés à fabriquer des choses, à fabriquer du savon et autres, qu'ils vendaient. Ils utilisaient une partie du savon pour leur hygiène, l'autre partie était vendue. L'autre partie était vendue et ça leur permettait d'avoir des ressources pour eux-mêmes, d'avoir de quoi manger en prison et tout le reste. Donc, à la fin, quand ils sortaient de la prison, ils avaient un peu d'argent. Parfois, certains en prison donnaient des aides à leur famille parce que leur famille était diminuée, était en prison grâce à ce programme-là. Et donc là, vous voyez qu'à la fin, vous voyez que ces personnes commencent à voir le monde autrement que sous un angle obscur. Et là, c'est effectivement, il y a eu des cas comme cela, beaucoup de cas comme cela, qui nous donnent beaucoup de satisfaction. Également, cette histoire, ce bonhomme, je vais pas raconter l'histoire, je vais quelque part dans une localité en Haïti, en tournée, et je vois quelqu'un qui court m'embrasser. Et quand il m'embrasse, mon premier réflexe, c'est protéger ma bourse. Je me dis, c'est peut-être un voleur, c'est un artifice pour me subtiliser ma bourse. Mais en réalité, je me rends compte que c'est quelqu'un de sérieux. Il me raconte son histoire, je ne comprends pas. À la fin, je me calme et je comprends. Je suis arrivé dans la localité où était le chef-lieu de la réduction. C'était pas dans sa ville. Je suis allé dans la prison, dans le concours d'une visite de monitoring, comme on appelle, le monitoring des lieux de détention. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnes en situation de détention illégale et arbitraire. J'ai pris le temps de faire la liste, une longue liste. Je suis allé voir le procureur et le président du tribunal. Ils sont descendus sur les lieux, effectivement, ils ont constaté des cas de détention illégale et arbitraire. Plus de 70 personnes ont été libérées. Et lui, il était en prison depuis 2 ans pour avoir volé un sachet de spaghettis. En fait, le vol, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il travaille chez quelqu'un depuis longtemps, la personne ne le paye pas. Un commerçant. Il a pris un sachet de spaghettis pour aller nourrir ses enfants. Il n'a pas pris qu'en cachette. Mais il a accusé de vol pour ne pas le payer. Et comme il était en situation de pouvoir, c'est ça l'impunité dans la localité, on l'a arrêté, on l'a mis en prison et on l'a oublié sans jugement. Sans jugement. Donc, il est resté en prison pour un sachet de spaghettis, alors qu'il a des mois de salaire payés de la part de la même personne. Donc, il a été jugé, on l'a libéré, effectivement, sans aucun jugement. L'État étant faible, normalement, il devrait engager une action contre l'État en paiement du dommage, en réparation du préjudice subi. On a naturellement suivi notre histoire. Et donc, effectivement, il a pu m'amener voir sa petite boutique, il avait repris ses activités, son commerce et tout et tout. Effectivement, quand on vit cela, on a une grosse satisfaction, c'est une grosse récompense. Et j'ai mis cela à la fin justement parce que pour rappeler que derrière toutes les interventions, on doit toujours penser au côté humain, à la dimension humaine. Parce que le plus souvent, les grosses stratégies sont conçues dans les grandes chancelleries ou bien au siège des grandes organisations à New York pour les Nations Unies ou bien ainsi de suite, ou à Québec pour Avocats sans frontières Canada ou bien Bruxelles pour Avocats sans frontières Belgique et autres. Il faut toujours penser que tout cela a pour but, en bout de ligne, d'assurer le respect de la dignité humaine. Il faut toujours penser à cette dimension humaine. Et beaucoup de projets qui échouent le sont parce que justement cette dimension humaine est souvent ignorée. On privilégie beaucoup plus la dimension stratégique, on privilégie beaucoup plus les intérêts et parfois le côté humain est ignoré. Et je voudrais justement m'arrêter sur ce sourire de ce bonhomme. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Apollinaire. C'était une présentation qui était super intéressante. Merci. Est-ce qu'on a des questions pour Apollinaire?
que ce soit dans la salle ou sur le clavardage. Je vais m'occuper de faire le lien. Sentez-vous libre de lever la main si vous avez une question ou de l'écrire dans le clavardage. Commencer avec Josiane. Parfait. Et alors, tout d'abord, je remercie beaucoup à M. Apollinaire de sa présentation qui était très, très intéressante, avec beaucoup d'émotions à la fin, parce que moi, je suis haïtienne, donc je suis très concernée, puis je me sentais un peu chez moi en regardant la dernière image. Alors, en fait, je connaissais particulièrement de près Maître Dorval, il était mon enseignant à l'université, tout et tout. Il était même mon mentor, donc du coup, en fait, ça m'a touchée vraiment de près. Alors, la question que je me posais, c'est que, bon, est-ce qu'il y a une réponse vraiment à cette question-là? Mais dans un pays, par exemple, tel qu'Haïti, où la justice, c'est pas quelque chose qui est presque oublié, là, je dirais. Alors, comment est-ce que vous pouvez, quel conseil vous pouvez donner comme à cette jeunesse qui grandit comme en absence de justice, etc.? Comment vous pouvez comme les encourager à avoir encore de l'espoir en cette justice qui est à peu près inexistante? Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il faut répondre directement à la question? Oui. Oui, en fait, c'est une question très intéressante, effectivement, Josiane. Il faut dire que il ne faut jamais perdre espoir. Et je l'ai dit tantôt, je n'ai pas voulu insister, il y a deux mécanismes, un mécanisme de promotion des droits, un mécanisme de protection des droits. Il est important d'éduquer les jeunes sur leurs droits. Et d'ailleurs, même Avocats sans frontières Canada a un programme en Haïti, c'est celui que j'ai géré d'ailleurs, projet accès à la justice et lutte contre l'impunité, qui est axé sur l'éducation citoyenne. Fait un travail extrêmement important d'éducation des jeunes sur leurs droits, qui connaissent leurs droits et les défendent. Et les jeunes, il y a beaucoup de jeunes en Haïti actuellement qui sont engagés. Actuellement, la justice fonctionne, mais pas de manière optimale. Mais également, il y a des personnes qui sont formées aussi, que nous avons formées en Haïti, qui continuent à collecter des preuves. Pour pouvoir être capable de défendre certains droits lorsque toutes les conditions seront réunies. Il y a également d'autres mécanismes, le recours à des instances internationales. Il y a des procès actuellement que nous avons engagés contre l'État d'Haïti qui sont pendants devant la Cour interaméricaine des droits humains. Et vous savez, les États sont trop soucieux du respect de leur dignité devant leur père. Donc, lorsque d'autres États, lorsqu'on dit au niveau international à un État, voilà, tu violes tel point, les gens sont très, très mal à l'aise. Et donc, nous comptons, nous espérons que ces instances internationales auront à rendre des décisions qui pourront aider la justice haïtienne. Mais pour revenir à ta question, l'éducation des jeunes reste un élément très important. Parce que les jeunes en Haïti, par exemple, ce cas, et c'est d'ailleurs partout, la même chose partout dans les pays fragiles, les jeunes sont les premières victimes de cette crise. Et les jeunes sont souvent ces personnes qu'on manipule, qu'on instrumentalise pour aller faire des dégâts et autres, et s'exposer. Et lorsqu'on les tue, lorsqu'on les blesse, ceux qui les instrumentalisent disparaissent. Donc, ils sont doublement victimes. L'éducation citoyenne leur permet de connaître leurs droits, de contribuer à leur niveau à ce que la dignité humaine soit respectée. C'est-à-dire que les jeunes sachent et répandent autour d'eux qu'on ne doit pas s'attaquer à l'intégrité d'une autre personne, on ne doit pas s'attaquer au bien d'autrui, on ne doit pas s'attaquer au bien public, même en cas de manifestation. Tous ces programmes sont très utiles et aident les jeunes. Et nous avons travaillé avec pas mal de jeunes en Haïti qui, eux, à leur niveau, montrent de très bons résultats. Parce qu'effectivement, ils sont certes victimes, mais il y a beaucoup qui sont résilients. Je dois dire, Josiane, qu'actuellement en Haïti, ceux qui lèvent la tête le plus à l'anarchie, à l'amalgame, ce ne sont pas les hommes et les femmes politiques, mais ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui parlent le plus fort pour que la règle de droit soit respectée en Haïti, parce que beaucoup sont sensibilisés. Merci pour votre réponse. Ouais. C'est très intéressant. Ils militent, ils font beaucoup d'efforts, mais c'est pas toujours évident. Donc, on a besoin des gens vraiment qui soient derrière eux parce qu'ils ont besoin des choses, mais c'est pas évident. Je connais, je suis, c'est ça, les nouvelles, etc. J'ai beaucoup de collègues qui ont été à la faculté de droit. Donc, j'ai comment il s'appelle, le doyen de la faculté, je connais de près.
Donc, c'est vraiment des gens qui militent, qui se battent, mais il y a toujours des choses à quelque part qui se passent. Mais bon, il faut vraiment les sensibiliser. Mais après, c'est comme si j'ai l'impression qu'on retourne toujours en arrière. On veut faire des efforts. Il y a toujours quelque chose qui se passe qui... Le problème est au niveau de la faiblesse, la grande faiblesse des institutions Ouais. en charge de la justice. J'inclus de manière large ici la police aussi. La police n'est pas outillée pour pouvoir traquer les criminels. Je me souviens au cours d'une réunion de sécurité, on a interpellé les policiers pour dire, mais tiens, il y a eu tel crime à tel endroit parce qu'il nous a dit, en fait, les faits sont là. Un avion a atterri sur une route. On a déchargé la cargaison de drogue que le petit avion transportait. Ils ont mis feu à l'avion et la police est mise à la poursuite de ces criminels qui veulent injecter la drogue dans le pays. Et le policier nous a dit, mais écoutez, ils avaient des armes beaucoup plus puissantes que les nôtres, avec une portée plus grande que la nôtre. Ça veut dire que nous avons besoin d'être très proches d'eux pour les atteindre avec nos armes. Alors qu'eux nous atteignent à une distance beaucoup plus longue. Ils nous atteignent, donc les policiers étaient obligés de garder une distance très longue et naturellement, ils en ont profité pour s'échapper. Et donc, effectivement, la police n'est pas outillée, n'est pas équipée matériellement, et tout. Et la justice n'est pas outillée. Il y a des policiers très engagés en Haïti, il y a des magistrats très engagés, des avocats très engagés. Il y a beaucoup de Montpellier d'Orval en Haïti. Malheureusement, effectivement, les institutions étatiques sont faibles, comme on l'a décrit tantôt, et c'est le gros problème vient de ce niveau. Et je crois qu'il y a une nouvelle mission des Nations Unies qui est annoncée, qui, dit-on, aura un mandat beaucoup plus vigoureux. J'espère que cette mission va travailler avec la société civile haïtienne, avec des indicateurs de progrès fiables pour pouvoir mettre fin à cette situation, cette spirale qui n'a que trop duré. En tout cas, je l'espère aussi. Merci beaucoup. Moi, je voulais poser une question concernant disons, quand on parle de justice et police et prison, souvent, il y a un des problèmes majeurs, c'est qu'il n'y a pas d'argent ou qu'il n'y a pas de moyens financiers. Alors, est-ce que c'est une excuse ou est-ce que c'est un vrai problème? Parce que c'est ça, à un moment donné, par où est-ce qu'on commence? C'est un peu la quadrature du cercle. D'abord, c'est une excuse. Ça peut être un problème aussi, mais d'abord, c'est une excuse. Et c'est pour ça que ce n'est pas de volonté politique. Parce que dans ces États fragiles, vous allez voir les dépenses somptuaires qui sont engagées pour des futilités. Pour des futilités. Vous allez pourtant y voir ce qu'on met dans la justice. Donc, c'est d'abord l'absence de volonté politique. Parce que le plus souvent, on s'appuie sur un appareil répressif fort pour gouverner. Et donc, on ne peut pas s'attaquer à cet appareil répressif. On ne peut pas s'attaquer aux exactions de cet appareil répressif. On s'appuie sur un noyau de personnes pour étouffer la population. Et on ne peut pas s'attaquer à ces personnes. Donc, on maintient justice. Donc, c'est d'abord et avant tout une absence de volonté politique. Parce que, comme j'ai cité tout à l'heure l'exemple du Rwanda, le Rwanda a mis en place un mécanisme, un pays qui sortait d'un génocide. C'est une situation, je crois que c'est la pire des situations que l'humanité puisse atteindre, puisse décrire, le génocide. Un état où l'être humain devient pire, une situation où l'être humain devient pire qu'une bête pour l'autre être, pour son concitoyen. Parce que la bête tue pour manger, alors que l'humain tuait par plaisir. Et donc, là, l'état était fragile. Mais le pays s'est donné les moyens. Et puis aussi, il a orienté l'appui des partenaires pour que le moindre radis, le moindre franc, le moindre dollar investi dans le pays puisse profiter pleinement au pays. Tout était contrôlé. Ça nous mettait mal à l'aise qu'on soit trop contrôlé. Mais en réalité, quand on regarde avec recul, le pays fait veiller à ce que tout l'argent investi dans le pays aide le pays. Et ça a marché. Et donc, il y a l'absence de volonté. Naturellement, l'absence de moyens peut être aussi une cause, mais ce n'est pas la grande cause. Ce n'est pas la grande cause. Parce que quand il y a la volonté, combinée avec les moyens nationaux, combinée avec l'aide des partenaires, on finit toujours par y aller. Je parle du Rwanda, je suis de Rwanda, c'était quelques pays qui a quand même géré un contentieux de génocide, avec plus de 300 000 personnes arrêtées. C'est énorme, imaginez un peu cela. Et donc, gérer cela, faire en sorte que tout le monde ait un procès
avec ses forces et ses faiblesses. Ce fait, je dis, avec des forces et des faiblesses, nous faisions le monitoring des juridictions Gachacha. On relevait les forces et les faiblesses, mais dans une perspective pour faire avancer les choses. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu la volonté politique. Donc, avant tout, c'est la volonté politique qui manque dans ces pays-là. Donc, naturellement, quand un pays sort d'une crise, parfois, la question des moyens, on peut avoir la question des moyens. Je prends l'exemple que nous avons vécu en Centrafrique au sortir de la crise de 2013. J'ai été sollicité par les Nations Unies pour aller proposer un projet de relève de la justice. Et j'ai proposé un projet. Les Nations Unies ont injecté des moyens et on a pu faire venir même des voitures de la police par des avions cargo pour permettre à la police de pouvoir faire les premières patrouilles, arrêter les auteurs des graves violations et autres. Également, on a également donné des moyens de démarrage à la justice, même des équipements, des mobiliers, des voitures et autres pour pouvoir fonctionner. Donc, cet appui comme un électrochoc de démarrage est nécessaire dans certains cas, mais l'État, lorsqu'il définit ses priorités, doit faire de la justice une priorité. Dans beaucoup de pays dits fragiles, la justice n'est pas une priorité. Quand on met derrière le budget de la justice 0,1%, 0,5%, 0,10% du budget national, ou 1%, ça veut dire qu'on ne la prend pas au sérieux. C'est clair que... Il y a quelqu'un qui a... Henri, je crois bien. Il y a quelqu'un qui a une question? Oui, il y a une question ici. Oui, une question. Merci Apollinaire pour cette présentation que j'ai particulièrement aimée. Alors, je suis très heureux que vous ayez mentionné le cas des tribunaux coutumiers au Rwanda, en l'occurrence les Gachacha. Alors, il me souvient qu'en 2009, ici au Canada, à l'Université du Québec à Montréal, alors, le chef de la mission de l'ONG Avocats sans frontières pour le Rwanda, un certain, je crois, Zari Merad, si j'ai bonne mémoire, avait été invité à dresser, pour ainsi dire, le bilan des tribunaux communautaires, les Gachacha. Il avait dressé un bilan, somme toute mitigé, parce que selon lui, comment est-ce qu'il aurait fallu, par exemple, je crois, un siècle pour juger tous les génocides présumés rwandais s'il fallait absolument que ces génocidaires présumés passent par une justice dite moderne. Alors, il disait que le Gachacha avait quand même essayé d'apporter une certaine contribution, mais le bilan était mitigé dans la mesure où des personnes étaient généralement des génocidaires, parfois étaient jugées, et voilà, et le verdict était donc rendu en l'espace de 4 heures. Alors, parfois, je souhaiterais savoir si, étant donné que ces tribunaux avaient simplement été réactivés après le génocide, est-ce qu'il y a un certain nombre d'ajustements, des recommandations qui ont été faites allant dans le sens de l'amélioration justement de ces tribunaux? Est-ce qu'ils continuent d'exister encore aujourd'hui dans certaines zones reculées qui n'ont pas accès à la justice? Merci. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas capable de savoir si ça fonctionne encore, mais par contre, effectivement, des recommandations ont été faites. Je dois dire que je travaille avec Zari, effectivement, c'est moi qui étais au bureau, il m'a laissé au bureau pour venir à cette conférence à Montréal. Et en fait, nous faisions l'observation des procès des tribunaux Gachacha et nous produisions des rapports de monitoring. Ces rapports étaient destinés aux autorités, au grand public, aux chercheurs également, pour aider à l'amélioration. Et chaque année, les autorités rwandaises prenaient une nouvelle loi d'encadrement des juridictions Gachacha. Parfois, ces autorités prenaient en compte nos recommandations. Des fois, elles ne les suivaient pas. Mais effectivement, nous contribuons à l'amélioration de ces tribunaux. Il y a eu un rapport final à la clôture des juridictions Gachacha qui a également été produit. J'ai d'ailleurs quelques rapports d'observation des juridictions Gachacha que je me ferai le plaisir de partager si vous êtes intéressé. J'attendais encore dans mes archives. Merci d'avance. Il y a aussi un commentaire dans le clavardage que j'aimerais lire. Ça a écrit « Merci beaucoup pour cette présentation fort éloquente. J'ai surtout apprécié votre définition de l'alignement qui est nécessaire de la part de pays aidants de respecter les priorités des pays aidés
pour que la coopération soit effective. Oui. Oui. Pas de questions? J'ai une autre question. Oui, allez-y. Oh, pardon, je croyais que c'était une autre question. Alors, ma question, c'est une observation parce que dans les pays moins fragilisés, par exemple le Canada, bon, moi je suis française de la France, l'encadrement juridique et institutionnel s'affaiblit. Donc, est-ce que les pays fragilisés, quand ils voient ça de leur pays ou de moins, ou peut-être qu'ils observent, est-ce que cela les décourage? Parce que il faudrait qu'il y ait un encadrement mondial plus fort, n'est-ce pas, pour pouvoir donner l'espoir qu'un meilleur avenir beaucoup plus solide pour ces pays fragilisés, alors que déjà, bon, les autres pays se fragilisent. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne sais pas si j'ai Oui. bien compris ce que vous entendez par l'encadrement juridique. Est-ce que vous voulez dire que l'application de la règle de droit se fragilise ou bien que les populations défient de plus en plus des lois? Non, quand vous parliez des insuffisances au niveau, par exemple, de la police, de cet encadrement qui assure l'efficacité de la mise en place vous voyez, de l'application de ces droits, n'est-ce pas? Oui. Alors, et ça se fragilise en ce moment parce que, justement, au niveau financier, on parlait des finances. Donc, par exemple, je sais qu'en France, on emploie moins de policiers, par exemple. Donc, maintenant, ça devient plus difficile pour appliquer une loi dans la rue, par exemple. Donc, est-ce que pour les pays fragilisés, de voir que les pays qui sont moins fragilisés, qu'il y a en fait cet affaiblissement, est-ce que ça décourage? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je verrais ça, j'ai vu ça sous un autre angle. Parce que, par exemple, pour prendre l'exemple du Canada ou de la France, qui sont des démocraties, les gens descendent dans les rues, manifestent. Bon, il y a souvent des abus, mais c'est une expression de la démocratie. Et lorsque les gens, lors de ces manifestations, vont au-delà de leurs droits, de leur liberté d'aller et de venir, ils répondent de leurs actes, peuvent être interpellés et jugés et même condamnés. Et c'est ça l'expression de la démocratie. Et donc, c'est plutôt un bon exemple parce que justement, dans ces pays fragiles, le plus souvent, on n'aime pas les manifestations. Et quand les populations descendent dans la rue pour manifester, parfois elles sont chargées par la police à balles réelles. C'est pour ça que dans beaucoup de pays, chaque manifestation donne lieu à des morts, ce qui est inadmissible. Et donc, justement, je crois que ce qui se passe, je ne vois pas ça comme une défiance de la loi ou bien des institutions de sécurité, de justice et autres. Je vois ça plutôt comme une expression de la démocratie, puisque chaque fois que quelqu'un est interpellé pour avoir s'est rendu coupable des exactions lors d'une manifestation ici au Canada, la personne est interpellée et jugée. Et personne n'intervient pour elle. Alors que dans ces pays fragiles, justement, il y a des personnes qui vont dans la rue pour manifester, on les arrête, on les emprisonne. D'autres qui volent, qui tuent, qui font des choses au vu aussi de tout le monde. On ne les touche pas parce qu'elles bénéficient d'une impunité, d'une immunité de fait. Parce que justement, elles sont dans la petite caste dominante au pouvoir. Et donc, en réalité, c'est pour nous, on utilise ça. D'ailleurs, je dois dire que lorsque nous parlons de l'encadrement de la société civile, nous avons, par exemple, dans certains pays, donné des informations très simples aux acteurs de la société civile sur comment revendiquer ses droits, comment faire de la négociation avec l'État, comment faire de dialoguer avec l'État, comment aller peut-être faire pression sur l'État, c'est-à-dire comment manifester, comment, ainsi de suite. Donc, on apprend aux gens à utiliser les mécanismes légaux pour demander la protection de leurs droits. Et dans le même sens, lorsqu'on montre cela, on sensibilise les populations sur cela, on a aussi des activités avec les policiers et les magistrats pour dire, écoutez, vous êtes dans une démocratie, ou du bien un pays qui est déclaré étant une démocratie, voilà ce que vos lois prévoient, voilà ce que les conventions ratifiées par le pays prévoient. Vous devez veiller à cela. Quand les gens descendent dans la rue pour manifester, ce ne sont pas des rebelles.
Ce sont des citoyens qui veulent demander la protection de leurs droits et c'est un droit, la manifestation en soi est un droit garanti. Vous devrez plutôt encadrer. Donc, effectivement, on essaye de travailler avec les populations pour les former dans ce sens. Également, travailler avec les forces de l'ordre pour leur montrer comment encadrer. C'est pour ça qu'on parle de complémentarité. Je me souviens justement, pour prendre l'exemple qui me vient à l'esprit, Haïti, mais ce n'est pas, il n'y a pas qu'Haïti. À l'époque, on avait des programmes de formation des policiers, c'était d'ailleurs des policiers canadiens qui les formaient. Comment respecter les droits lors des manifestations. Il y a même d'autres également qui leur montraient comment disperser une foule sans utiliser des moyens létaux, sans ainsi de suite. Donc, tout est mis en œuvre de part et d'autre pour que chacun puisse jouer son rôle, jouer sa règle de jeu, respecter la règle de jeu. Merci beaucoup. On a une autre question? Dernier appel. Oui, y avait-il déjà une situation là où la situation était trop, comment dire, trop fragile, trop compliquée, trop violente pour vraiment faire quoi que ce soit vraiment? Y avait-il une situation? Oui, en fait, pour arriver à la fragilité, il y a un ensemble de choses, quoi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une économie faible, la population qui est incapable de faire développer son pays, parce que justement, la règle de droit n'est pas respectée d'un côté. De l'autre côté également, l'impunité, certaines personnes qui peuvent violer les droits sans être jugées, sans être arrêtées et jugées. Donc, tout cela mis ensemble, et le fait aussi que c'est quand des gens, les droits sont violés, les personnes qui dont les droits ont été violés ne peuvent pas aller en justice demander que les auteurs de la violation soient sanctionnés. Tout cela, c'est un ensemble d'éléments qui conduit, qui renforce la fragilité du pays et qui conduit souvent à des crises, carrément. Et de là, est-ce que vous aviez une chance de recevoir le support du gouvernement de ce pays peut-être? En fait, l'appui, la première chose, c'est d'abord le gouvernement normal qui doit appuyer, mais souvent le gouvernement, il est fragile, il est faible. Et c'est pour ça que les pays étrangers interviennent pour aider. Comme je l'ai dit, en fait, l'aide est orientée, on appuie en réalité le gouvernement du pays pour faire son travail. Parce que le service public de la justice, un service public, est une prérogative de l'État. C'est l'État qui doit faire en sorte que les populations connaissent leurs droits. C'est l'État qui doit faire en sorte que ces droits-là la violation de ces droits soit sanctionnée. Et donc, quand l'État est incapable de le faire, on aide l'État à le faire. C'est ça le principe de la subsidiarité, parce qu'on n'arrive pas, on ne le fait pas à la place de l'État, on renforce l'État pour qu'il puisse le faire. Mais peut-être pour poursuivre la question de Julie, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des fois des situations où c'est impossible d'intervenir parce que c'est l'anarchie totale, ou alors c'est le totalitarisme total, où il n'y a pas de démocratie du tout. Alors là, est-ce qu'on peut faire quelque chose ou est-ce que vraiment ce sont des pays complètement fermés à ce moment-là? Oui, quand il y a des situations où, effectivement, où le niveau d'insécurité est tel que les intervenants étrangers, humanitaires étrangers sont évacués dans leur pays, ou même s'ils sont dans le pays, ils sont confinés, ils ne sortent pas. Et même où les acteurs nationaux, parfois les acteurs nationaux qu'on leur appuie, on leur dit restez chez vous, restez chez eux, on ne peut pas sortir parce que le niveau d'insécurité est très élevé. Ça arrive malheureusement. On a eu dans certains pays ce genre de situation. Mais quand même, on essaie de faire une veille. Je me souviens d'un pays que je ne citerai pas, dans lequel on traversait une situation de crise. Nous avons signalé qu'il y a eu beaucoup de cas de viol. Et c'est un activiste des droits humains qui m'a appelé un dimanche pour dire nous sommes confrontés à une situation, on ne sait plus comment faire. Il dit qu'est-ce que vous pouvez faire? Il dit mais vous nous avez dit qu'on pouvait conserver les preuves. On a été enceinte de l'enseignement. Donc j'ai dit ok, tout ce qu'on a fait, il rassemblait les preuves. Comment il faisait? On a trouvé un accord, et c'est ça la complémentarité avec la Croix-Rouge. Eux, les femmes victimes passaient par des pistes pour arriver chez eux. Ils leur donnaient le premier appui qu'ils pouvaient donner. Ils utilisaient des motos pour passer par des pistes de brousse, aller dans une zone sécurisée pour les attendre une voiture de la Croix-Rouge.
pour prendre les victimes et les amener à l'hôpital, là où on a un endroit d'environnement pour être sécurisé. Et tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était collecter le maximum de preuves. Oui, la victime est arrivée avec une telle tenue déchirée, dans tel état, et ainsi de suite. Elle était avoir été abusée par telle personne à tel endroit, ainsi de suite. Donc, ils réunissaient tous les éléments de preuve. Et ils les saisissaient, transmettaient, numérisaient les choses, nous envoyaient et tout, et tout, et tout. Donc, on a mis après tout un mécanisme pour pouvoir collecter seulement les preuves sans s'exposer. Dans la discrétion totale, on sait que tôt ou tard, ces preuves pourraient être utilisées pour juger les auteurs de ces actes. Et autre chose également, des cas de pays où, oui, où il y a des dictatures, où on ne peut pas agir. Oui, il y a aussi cela, ça arrive également. Mais il faut dire une chose, et souvent, les gens disent, mais accusent certaines organisations internationales sans les comprendre. Souvent, on négocie, on est dans un pays où le niveau de dictature est tel qu'on ne peut pas, tu ne peux pas oser accuser l'État. Tu risques d'être fusillé. Mais on négocie. J'ai travaillé dans un pays où on faisait quand même l'observation des violations des droits humains. Et quand on documentait une violation, on allait rencontrer les autorités. J'ai rencontré le ministre de la Justice un jour par rapport aux exactions commises par un directeur d'une prison pour femmes. Nous, on avait, au départ, c'était mélangé, c'était la catastrophe. On a construit une prison pour femmes. Et le directeur était pire qu'un criminel de la rue. Donc, on a documenté tout cela. Vous allez voir le ministre de la Justice. Je lui ai donné, avec toutes les preuves, tel jour, ceci, tel jour, tel cela. Et il l'a sanctionné. Non seulement il a été révoqué, mais des poursuites judiciaires ont été engagées contre lui. Et une autre fois, je suis venu avec également un rapport sur les exactions commises par un magistrat, toujours bien documenté. Et c'est un pays fort, autoritaire. Et le ministre m'a dit, Monsieur Fotso, vous êtes un bon partenaire. Je dis comme ça, Monsieur le ministre, parce que vous collaborez avec nous. Parfois, il disait, quand je lui dis, comment on va faire? Comment vous pouvez nous aider à mettre fin à cela? C'est l'homme qui lui disait, et ça venait de lui. Il ne vient pas avec une solution, je viens devant lui présenter les faits. Et il m'a dit, Monsieur Fotso, le jour où vous mettez à faire comme certains de vos collègues font, à nous dénoncer sur la place publique, rassurez-vous, je vais démentir tout ce que vous dites, même si c'est vrai. C'est-à-dire un ministre qui me dit carrément cela. Donc, effectivement, il y a une question d'approche qui doit être adaptée à chaque contexte. Et si on arrive dans un pays A, on va utiliser l'approche du pays B, ça ne va pas marcher. Et donc, cette approche-là, on obtenait la cessation des violations de droits et ensemble, on collaborait avec les autorités pour mettre en place des mécanismes pour que cette cessation soit durable. Mais c'était dans le silence total, sans aucune publicité. Et dans le respect de leur dignité, parce que ces autorités veulent nous donner l'impression qu'on est dans le meilleur des mondes, que tout se passe bien dans leur pays, même si les droits sont violés de manière massive. Merci. Alors, je pense que chaque cas, c'est vraiment un jeu d'adaptation. Oui, oui. Dans chaque pays, première règle, c'est évaluer la situation. Ce qui se passe souvent, c'est que certains pays sont rédigés dans les pays étrangers. On rédige le pays sans se concerter avec les nations, sans visiter le pays bénéficiaire. C'est pour ça que ça ne s'adapte pas. Il faut adapter l'intervention à chaque pays. Et même parfois, dans le même pays, on peut encore faire des aménagements d'une région à l'autre en fonction des réalités de chaque région. Donc, oui. Vous est-il déjà arrivé d'être refoulé par les dirigeants d'un pays qui ne voulait vraiment pas entendre parler des Nations Unies et puis de votre aide? Non, pas encore. Pas encore. Cela ne m'est pas encore arrivé. Mais c'est arrivé à d'autres personnes. Parfois, en général, il faut dire que les Nations Unies interviennent avec une convention de siège. C'est-à-dire que les Nations Unies d'abord négocient avec les autorités du pays. Il y a encore une convention de siège qui permet d'intervenir. Mais il arrive également qu'un employé des Nations Unies soit refoulé. Les collègues l'ont été parce que les autorités estiment que ces personnes, enfin les personnes, trouvent que ces personnes, leurs agissements ne sont pas de leur goût.
Et ça se passe régulièrement quand on refoule des gens. Et le plus souvent, c'est parce que ces personnes ont des prises de position qui mettent en difficulté les autorités du pays. Mais il y a aussi des cas où des internats étrangers ont commis des abus de droit. Ça, il faut le reconnaître. Il y a eu des cas d'abus qui ont été à l'origine de leur déclaration comme persona non grata.